Bonjour tout le monde. Nous allons commencer cette séance sur le féminisme, mais je dois dire quand même que lorsqu'on m'a contacté pour modérer cette séance, j'avais un peu l'impression de revenir 30 ans, 40 ans en arrière, où dans un coin du programme, il y avait une question sur les femmes, le féminisme en particulier. Alors que depuis des années, on essaie d'intégrer cette problématique dans l'ensemble des questionnements qui sont posés au cours des colloques, des réunions, etc., pour montrer que la question des femmes et du féminisme est partie intégrante de la question sociale. Et je crois que c'est important parce que les difficultés que nous avons eues en Afrique et que nous continuons d'avoir, et je vois qu'au niveau de la résurgence du féminisme actuel, c'est encore de rigueur, on finit par poser la question des femmes toujours dans un petit coin et on ne l'intègre pas à la problématique générale de la démocratie, des transformations sociales. Et je crois que c'est important, dans le débat que nous allons avoir, d'essayer de faire la synthèse des deux pour ouvrir des perspectives, parce que cette question demeure toujours la question à part. Même les hommes les plus avancés, lorsqu'on parle des femmes, ont des points de vue complètement surprenants, parce que tout simplement, beaucoup de gens pensent que cette question ne fait pas partie des questions idéologiques qui se posent aujourd'hui. Alors, nous avons un panel réduit à deux charmantes dames que j'ai eu l'occasion de connaître maintenant. Elles vont tour à tour présenter leur communication pour que ce ne soit pas trop long, afin qu'il y ait un échange avec le public. Et à ce moment-là, peut-être qu'on pourra avoir des perspectives plus glorieuses. Et la prochaine fois, la problématique du féminisme et des femmes en particulier sera intégrée dès la problématique. Ndeye Astou Ndiaye. Elle est enseignante-chercheure à la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Elle est spécialiste des questions des politiques publiques et des systèmes politiques africains. Ses réflexions tournent aussi autour des questions de citoyenneté, des ressources culturelles en Afrique, des féminismes africains et afro-caribéens. Bravo. Des enfants et des personnes vivant avec un handicap. Elle a fondé en 2020 le webinaire Nubialan, le nouveau RDV de l'Afrique et de sa descendance. Ndéassou. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Permettez-moi de saluer l'assistance et puis de remercier les organisatrices et les organisateurs de ce magnifique colloque qui nous a réunis, ou plutôt qui nous réunit depuis 3 jours, avec des beaux profils différents et des thèmes aussi riches les uns que les autres. Et donc, moi, ma communication sur féminisme, identité et ordre social est une recherche sur un essai qui est en cours et qui est parti, en fait, juste d'une réunion qu'on avait entre amis et connaissances, 5 amis et connaissances à Paris, où nous discutions justement des questions liées à la femme, à la problématique féminine. C'était 5 femmes de profils différents, de trajectoires différentes, et c'est de là qu'est partie justement cette recherche en cours. Sans stigmatisation aucune, il y avait une Kenyane, Kamba d'ethnie, pentecôtiste, pratiquante, et puis une Sénégalaise, sérère, catholique, mariée avec un Français. Ensuite, une métisse sénégalaise, franco-sénégalaise, née dans le Puy-de-Dôme, qui se disait athée et qui, depuis un peu, est animiste, fréquentant les milieux lébrous et puis l'exorcisme et tout ce qui est up, comme on le dit.
Et derrière, il y avait une Française de Paris et même du quartier de de la Motte Piquet, donc d'une famille assez bourgeoise, catholique, et qui se dit aussi athée aujourd'hui et qui vote à gauche. Et il y avait moi-même qui me disait africaine du Sénégal, Peul, Lébou, et puis à des moments fins, comme venant du Gabon. Donc, c'était 5 profils différents, 5 femmes qui n'arrivaient pas du tout à s'entendre sur les droits des femmes et sur le féminisme en général. Et à un moment donné, on discutait sur l'homosexualité, sur la maternité, sur l'enfantement, sur les mariages précoces, la polygamie, et puis les poses de perruques, les extensions de cils, d'ongles, entre autres, tout ce qui touche aux femmes, et puis au droit à l'avortement, bien entendu. Et à un moment donné, une d'entre nous parlait ouvertement de ce qu'elle disait ce qu'elle pensait de l'avortement, justement, qu'elle était pour, et une autre d'entre nous s'est levée pour lui dire « colonisateur, sort de ce corps ». Et ça m'a fait penser à la magnifique préface de Jean-Paul Sartre dans Les damnés de la terre de Frantz Fanon, publié en 1961, où à un moment donné, il disait qu'on extirpe le colon qui est en chacun de nous. Et à ce moment-là, j'ai pensé à vraiment travailler sur féminisme, identité et puis ordre social, parce qu'on vivait dans des territoires différents, on vivait éduqués différemment, et puis on se retrouvait quelque part en Europe discutant des questions sur les femmes. Et justement, pour cette communication, j'ai choisi 2 axes principaux, à savoir le féminisme identitaire exclusif avec l'androcentrisme du capitalisme, et comme 2e point, les féminismes identitaires avec un élan d'inclusion. Donc, quel féminisme et pour qui? Et donc, du féminisme identitaire exclusif avec l'androcentrisme du capitalisme, on a la dichotomie d'abord homme-femme, ensuite la traduction de l'oppression patriarcale. Et donc, ça part bien entendu de la philosophie des Lumières, des philosophes du Lumière du 18-19e siècle, mais principalement 18e et puis 18e siècle, 19e siècle. Et en ce moment-là, on se rendait compte que la capacité de discernement était aussi bien reconnue aux femmes qu'aux hommes. Par contre, on ne remettait pas du tout en question le patriarcat. On ne remettait pas du tout non plus en question la propriété privée qui devait revenir à l'homme, essentiellement. Et donc, pour maintenant, partant de l'interactionnisme, pour lequel les interactions sociales produisent des organisations sociales et les structures, le féminisme se présente comme une réponse à un ordre social, et donc à un ordre social dans un contexte post-esclavagiste, puis colonial, impérialiste, avec un impérialisme paroxystique, on va dire. Et donc, l'attention est tournée dès lors vers un dualisme nature-culture, qui était propre à la philosophie occidentale depuis l'Antiquité gréco-romaine, et simultanément faisant voler en éclats ce qui enferme les individus dans l'alternative femme-homme, et qui les stigmatise lorsqu'ils dérogent aux normes de genre. Seulement, ce qui est important de rappeler, c'est que cet ordre capitaliste, sexiste, ne concernait que les interrelations, on va dire, entre certaines catégories. Donc, ce n'était pas toutes les catégories. L'homme étant instruit, éduqué à incarner le père, l'autorité, le chef, au détriment de la femme. Et d'un autre côté, comme le souligne Martine Storti, présidente de l'association des 40 ans du mouvement de la libération des femmes, je cite, « Le mouvement féministe a été et est toujours traversé par la question de l'identité. Le mouvement s'est aussi divisé sur cet enjeu de l'identité, puisqu'à la question « qu'est-ce qu'une femme ?», une multiplicité de réponses peut être apportée. » Fin de citation. Il s'est agi de revendications, se rapportant au droit d'abord de vote, au droit à l'éducation pour les femmes, les filles, dans un contexte d'esclavage, de colonisation, d'impérialisme. Et c'est ce qu'on qualifie d'ailleurs de féminisme blanc, voire colonial.
s'ensuit ce qu'on appelle la traduction de l'oppression patriarcale. Et au-delà des exigences civiques que j'ai citées tout à l'heure, le premier féminisme évolue en restant tourné vers les problématiques dites blanches, tout en poursuivant des combats premiers en Europe, puis en Amérique, et puis donc dans les mouvements tentent de renverser cette oppression patriarcale-là et dénoncent l'inégalité sociale concernant non plus seulement les droits civils, mais plutôt les salaires, la possibilité de disposer d'un compte bancaire, la disposition de leur corps, c'est-à-dire du corps des femmes. Et Betty Friedman, dans ce sens, après avoir lu Simone de Beauvoir, Le deuxième sexe, écrit un ouvrage de Feminine Mystique et pose les jalons d'un patriarcat démesuré dans un contexte occidental dans lequel, n'étant pas encore intégrés les droits et les exigences des femmes blanches, mais aussi celles d'autres races. Et le patriarcat comme ordre social se conçoit justement sur la détention du pouvoir et le privilège par les hommes, maintenu par la propriété privée des moyens de production et l'accumulation du capital par les hommes. Seulement en tant que mouvement social, l'objectif du féminisme devait être à la fois de transformer en profondeur les rapports sociaux de sexe qui sont oppressifs pour la femme et d'instaurer aussi l'égalité comme le soulignait justement Dagenet. Et ce féminisme européen, accusé par ses contemptrices de différentialisme coupable, a pu évoluer dans le temps. Donc l'Europe colonisatrice, capitaliste, reposait intrinsèquement sur des inégalités de race, de classe et bien entendu de sexe, devait se pencher sur d'autres problématiques intéressant d'autres races, voire d'autres peuples. Mais par contre, j'ouvre une petite question ici. Est-ce qu'il y a une citoyenneté, est-ce qu'il y a une identité européenne? Ce qui m'amène au second point, c'est-à-dire les féminismes identitaires inclusifs, confrontés à la question de l'altérité et de la dépendance. Dans ce point-là aussi, nous avons deux axes, l'internationalisation et l'intersectionnalité du féminisme, et le second axe, repenser les droits des femmes avec l'ordre social. Il faut rappeler que 80% des politiques publiques, y compris celles des genres, dont certains États dits du Sud, y compris les nôtres, dépendent fondamentalement de l'aide publique au développement. Cette aide publique au développement qu'une certaine Dambisa Moyo qualifiait de fatale. Et donc, ainsi, avec la décolonisation dans les années 60, les luttes antiségrégationnistes, les chocs pétroliers 73-79, la fin de la guerre froide, l'avènement de la mondialisation en passant par l'année de la femme en 1975, la décennie des Nations Unies pour la femme 76-85, le féminisme se pluralise davantage avec des revendications nouvelles et un élargissement des champs de doléances. Et l'Europe n'a plus le monopole de la protestation concernant ces questions de femmes. Reste à savoir maintenant d'une part s'il y avait la nécessité ailleurs de s'associer pour revendiquer certains droits. D'autre part, l'accent est rarement mis sur des événements tels que le Congrès de l'Amérique du Sud qui a eu lieu en Argentine en 1910, organisé par des féministes et qui revendiquaient non seulement le droit de vote, mais aussi le droit de divorcer, le droit à l'avortement et tout simplement le droit à avoir des crèches parce qu'elles avaient prévu de travailler comme les autres. En Afrique, Cheikh Anta Diop, dans son ouvrage « L'unité culturelle de l'Afrique noire, domaine du patriarcat et du matriarcat dans l'Antiquité classique », affirme avec conviction que la femme africaine, que les sociétés africaines étaient essentiellement matriarcales. Et donc que c'était l'arrivée, comme le disait hier notre sœur du Cameroun, que c'était l'arrivée des religions monothéistes et puis du colonialisme européen en aval qui avait perturbé une organisation sociale dans laquelle la femme détenait une place centrale, sinon aussi importante que celle de l'homme. Et c'est en conséquence que le chercheur et ses disciples consacrent au matriarcat ce qu'on appelle une place d'acrotère de l'organisation des sociétés africaines. Et donc, pendant longtemps, il n'y avait pas eu lieu de revendiquer des droits déjà existants ou n'ayant pas lieu d'exister, tout simplement. Or,
contexte capitaliste. Et pendant la colonisation, le plus utile n'était pas un quelconque mouvement de femmes ou féministes. Il y avait lieu plutôt de se battre contre le colonisateur et donc pour des mouvements indépendantistes, des mouvements libérateurs auxquels participaient des femmes. Et là, on pourrait citer les Aline Sitoé Diatta, la Fatma Soumer de l'Algérie, Saounia Mangou du Niger, Kimpa Vita du Congo, Malia Camara notamment de la Guinée, entre autres. Et certaines y rajoutent aussi les femmes de Nder, mais ce n'était pas contre le colonisateur directement, mais contre des morts du Tarza. Et pourtant, les pays colonisateurs, et particulièrement la France, dans une dynamique assimilationniste, on va dire, avait fait abstraction de ces rôles sociopolitiques joués par les femmes africaines. Et ce système de colonie, en plus de mettre des régimes inégalitaires entre colons et indigènes, avait aussi posé des actes sexistes, racistes, dans une Afrique souvent peinte par certains chercheurs comme un lieu homogène. Reste à savoir. Où les hommes et les femmes avaient trouvé l'harmonie, le vivre ensemble selon un consensus ou selon des consensus avant la colonisation, sans qu'un sexe ne prenne forcément le dessus sur l'autre. Par contre, il y avait une dimension qui était symbolique et qui faisait une différence entre l'homme et la femme. On pourrait y revenir tout à l'heure, parce que dans la traduction, par exemple, Peul, il y a ce qu'on appelle le Jom Sudo et le Jom Gale, c'est-à-dire le propriétaire de la chambre, la propriétaire de la chambre et le propriétaire de la maison. On pourra discuter, on pourra y revenir sans pour faire long. Et donc, toutefois, lorsqu'il s'agit de femmes individuellement ou collectivement guerrières, il fallait aussi constater que souvent, c'était des femmes issues d'un certain milieu aisé, ou qui étaient des reines, ou encore des princesses qui agissaient. Donc, celles que j'ai citées tout à l'heure, à quelques exceptions près. Concernant maintenant l'intersectionnalité, ça nous vient en fait à partir des années 60. Et ce qu'on a déclaré être comme le premier féminisme recevait des critiques de la part de femmes, des dom-toms, de femmes noires des États-Unis. Et c'est à ce titre-là que Christine Delphi, justement, parle d'un discours de brouillage. Mais ça a conduit justement à ce que Kimberly Crenshaw, justement, théorise l'intersectionnalité, qui faisait que, et ce prisme-là, on va dire, offrait aussi un nouvel espace de visibilité aux femmes qui subissent à la fois le sexisme et le racisme, le sexisme et le classisme, et par extension, le sexisme et l'homophobie. Et donc, c'est des mouvements qui naissent après au niveau de la France, des États-Unis, de la Belgique notamment, avec le Black Feminism, l'Afrofemme, le Moi aussi, mais aussi d'autres études indigènes, postcoloniales, voire décoloniales, avec Françoise de Vergès, par exemple, notamment avec son ouvrage « Le ventre des femmes », où elle décrit l'avortement forcé que subissaient certaines femmes noires, métisses, pendant la période de l'esclavage et au moment où justement l'avortement était criminalisé en France, donc en métropole. Et donc du côté de l'Amérique latine, les femmes avaient donné une teinte, c'est-à-dire tenter de noircir, de métisser, de raciser le féminisme avec des problématiques qui étaient les leurs. En Afrique, il s'agira de mettre l'accent sur les cultures. Et c'est un passage de l'afro à ce que j'appelle l'afriféminisme, ou les féminismes d'Afrique. Je pense que ma collègue va s'étendre là-dessus tout à l'heure, avec le stiwanisme, le féminisme d'escargot, le maternisme notamment. Et donc, cette pluralité permet une prise en compte de nouvelles méthodologies par les chercheurs, des théories et des recherches de nouveaux paradigmes analysant les féminismes en général. En réalité, le féminisme afro, plus qu'Afrique, pose des problématiques endogènes à l'identité noire, c'est-à-dire savoir s'aimer, s'assumer, assumer ses cheveux crépus, courts, un teint foncé, tout ce qui permettait justement d'identifier une femme noire ou une femme métissée. Le dernier point, c'est repenser les droits des femmes à travers l'ordre social.
C'est-à-dire que là, je vais revenir sur une de nos collègues à la faculté des sciences juridiques qui se disait féministe, qui a même à un moment donné dirigé l'association des femmes juristes du Sénégal, notamment Fatou Kiné Camara, la professeure Fatou Kiné Camara, qui s'est très longtemps dit féministe, jusqu'à récemment où elle se considère comme défenseur des droits de la femme tout court. Parce qu'en réalité, selon elle, le féminisme a pris des chemins qui ne lui parlaient plus. Et donc, elle préférait même tourner ses recherches vers le soubassement, l'interrogation sur le rôle des femmes, des femmes africaines depuis l'Égypte antique. Et donc, cela lui permettrait sans doute de se réconcilier peut-être avec le féminisme ou pas. D'un autre côté, dans un entretien accordé à Christine Verschuur, la professeure Fatou Sow, féministe, souligne que lors de grandes conférences internationales sur les femmes et autres thèmes d'intérêt, les Africaines se sont inquiétées des projets féministes dans lesquels elles ne retrouvaient pas toujours leur priorité ou se sentaient marginalisées. Donc, comment trouver maintenant un ou des féminismes qui sied à l'Afrique? Faut-il continuer à parler de l'Afrique comme un lieu homogène, malgré la diversité des religions, la diversité des cultures, les trajectoires des unes et des autres différentes, étant donné qu'il y a différentes luttes pour une valorisation des droits des femmes qui se heurtent aujourd'hui à des barrières socioculturelles, institutionnelles, politiques, juridiques, matérielles ou même religieuses. Et donc, en conclusion et perspective, on notera bien entendu, comme on l'a dit tout à l'heure, qu'on passe d'un féminisme à des féminismes intégrant l'identité et l'ordre social, mais en même temps, il y a une conscience qui naît et qui interroge, on va dire, les racines et d'autres paradigmes nouveaux. Et dans cette étude, le féminisme est conçu, avant tout, comme une liberté consciente et devant être respecté de part et d'autre, non seulement par la société dans laquelle évolue le ou la féministe, ainsi que les pairs féministes, évoluant dans un ordre social différent, avec une ou des identités différentes et des revendications différentes. Et donc, les perspectives devraient se tourner en Afrique dans la promotion ou la propulsion des études sur les femmes, afin de sortir certaines de ce qu'on appelle la servitude, et tendant à les relayer, on va dire, au second plan, sous prétexte qu'il y a le poids de la religion ou celle des cultures. De même, le reste du monde ne confonde pas, justement, inégalité de sexe et les différences conceptuelles de la nature humaine et celles identitaires. Et là, je serai dans la même logique de déconstruction que Spinoza dans la préface de la 4e partie de l'éthique, où il est en perpétuelle déconstruction de la perfection, de l'imperfection, et même du bien, du mal, de ce qui est ou de ce qui n'est pas. De même, il faut intégrer les réflexions autour, notamment des cyberféminismes, avec les hashtags, par exemple, hashtag dénonce ton porc, hashtag dénonce ton saï-saï, ça a été justement sénégalisé, c'est saï-saï qui veut dire pervers aussi. Et donc, malgré tout, est-il important finalement d'être féministe? Et le féminisme serait-il un autre moyen, parmi tant d'autres, de perpétuer la colonisation de l'esprit en outre-occidental? Et surtout, jusqu'où peut aller l'idéologie et l'activisme? Le féminisme dans la dynamique aide publique au développement est ponctué aussi d'effets dans la même trame que l'aide, comme je viens de le dire. Une dame le disait ici hier, 1970, c'était l'émancipation de la femme. Ensuite, la scolarisation des filles, 1980, lutte contre l'excision, 90, le maintien des filles à l'école, dans les années 2000, droit à l'avortement, liberté sexuelle actuellement. On peut en citer autres selon qu'on évolue selon le temps. Et donc, ce qui est sûr, c'est que l'humain, la femme, l'enfant, les ressources et même l'environnement doivent être protégés. Mais doit-on poursuivre le mimétisme, la dépendance, c'est-à-dire une greffe qui refuse de prendre jusqu'à la moelle de nos institutions, qu'il y ait une nécessité de fabrication de savoir africain, sans systématiquement se tourner totalement vers l'épistémologie occidentale,
dans ces genres de questions, et puis arrimer à la pensée politique juridique africaine particulièrement, et les anciennes colonies de la France de manière plus particulière. Et donc, il y a là une nécessité de prise en main des destins, mais aussi des valeurs à adopter. Sauf que le féminisme est une nécessité aujourd'hui, plus que jamais. Comme le disait tout à l'heure la présidente, on a trouvé bien un moyen de le glisser quelque part dans le programme. Et donc, on a besoin de plus entendre les voix féminines et plus valoriser aussi les demandes et les revendications des femmes selon l'ordre social, mais à savoir aussi ce qu'est l'ordre social et pouvoir se retrouver. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je crois qu'elle a fait dans son introduction, elle a introduit plutôt l'historique du féminisme, mais j'aimerais que dans les échanges qu'on va avoir tout à l'heure, que peut-être les questions ou les commentaires reviennent sur les réalités d'aujourd'hui. Et je crois qu'on pourra faire le point entre la base qu'elle nous a donnée, qui nous permet de réfléchir sur le féminisme aujourd'hui. Merci. Et je vais donner la parole, merci Ndayassou. Je vais donner la parole maintenant à Aneta Vete Kongolo. C'est bien ça. Aneta est poétesse. Elle est d'origine martiniquaise, elle m'a dit. Elle est poétesse et professeure au Baldwin College à Brunswick, dans le Maine, aux États-Unis. Elle y dirige le département de langue et littérature romane. Elle est notamment l'autrice de Nous sommes martiniquaises, Paroles en bouche de femme châtaigne, une pensée existentialiste noire sur la question des femmes, publiée à l'Harmattan en 2020. Vous allez nous parler des féminismes en Afrique, apparemment. Merci. Merci pour cette présentation. Merci à Astou pour ta présentation également qui a été très édifiante. Je suis très heureuse d'être présente et d'avoir eu cet immense privilège de rencontrer des collègues, des intervenants de la société sénégalaise et qui m'ont tous édifiée d'une manière ou d'une autre depuis le début de notre colloque. Merci à ces organisateurs également. Juste une précision, je ne suis pas d'origine martiniquaise, mais je suis martiniquaise. Il y a une différence entre les deux. Être d'origine étant, me semble-t-il, une manière coloniale de présenter ceux qui proviennent de ces territoires, et alors que moi, je suis plantée dans la terre martiniquaise, même si je réside depuis des décennies trop multiples aux États-Unis. Donc, je vais parler non pas des féminismes africains, mais du fait et de la question de penser les sujets d'Afrique pour répondre à des questionnements que ces sujets pourraient poser ou se poser dans leur société, dans le monde. Donc, notre colloque propose une réflexion, que nous menions une réflexion sur les relations entre l'Afrique et l'Europe, et met en avant la question de la libération, de la souveraineté et de la solidarité. Et la première la première question que je me suis posée était de me demander ce que signifiait le terme Afrique dans la perspective du colloque, et je me suis alors penchée sur ma manière de la définir. Et je vais vous la proposer parce qu'il me semble important de cadrer les paradigmes et les définitions également pour que communication se produise de manière édifiante pour toutes les parties. Et avant de parler de ma manière de comprendre ce qu'est l'Afrique et à partir de cette manière
cette autre manière à partir de laquelle on pourrait comprendre sa relation avec l'Europe, je dois aussi avancer ma propre perspective sur moi-même, sur ma propre identité. Donc, je suis martiniquaise, je suis de Martinique et je le suis du fait de l'esclavagisation dans la colonisation. Et cela est important dans les systèmes de compréhension de ce que je peux être en tant qu'individu. Et donc, je suis de cette provenance, ce qui implique que je suis aussi très largement de la provenance africaine. Donc, je suis non pas africaine, comme un Africain pourrait l'être d'Afrique parce qu'il serait né, il y aurait grandi, il y aurait été conformé de manière totale par les matières, par l'humus africain, mais je suis de l'Afrique, je suis une partie de l'Afrique. C'est ce que je suis, qu'on le veuille ou pas, que je le veuille ou pas. Je suis de cette partie de l'Afrique américaine, de cette partie de l'Afrique qui se situe en Amérique, précisément dans la Caraïbe et encore beaucoup plus spécifiquement en Martinique. Et c'est avec cette perspective que j'arrive à travers cette réflexion que je propose, que je veux vous soumettre. Donc, je parle d'un point de vue de cette Afrique et de cette Afrique qui raisonne, qui réfléchit, qui pose des questions, qui se pose des questions et qui tente de comprendre. Et qui tente de comprendre après une colossale production à multiples dimensions, une production matérielle qui a édifié une bonne partie de l'Europe. Nantes, Bordeaux, une grande partie de la France a été construite à partir de la production africaine d'Amérique. Et cette autre dimension africaine tout aussi colossale qui est une dimension métaphysique et qui constitue certains pendants et tenants des métaphysiques du monde. Donc, je raisonne avec cela, avec ce principe de production et d'extrême productivité dans ces dimensions multiples et certaines, dans l'un des buts de savoir et de comprendre comment ces productions pourraient aussi profiter à ces producteurs, parce que jusqu'à présent, ces producteurs n'en ont pas profité de manière exclusive et très certainement dans la partie matérielle et financière de cette production africaine. Celle-là que l'Afrique a offerte à l'Amérique, à l'Europe et au monde. Donc, je raisonne aussi à partir du divers et du diversel, qui est une idée d'un philosophe martiniquais, Édouard Glissant. Et donc, forcément, ce raisonnement à partir du divers me mène à mettre au centre la question de la complexité, si on parle de l'Afrique telle que je l'ai entendue. Donc, l'Afrique qui est l'Afrique continentale que nous connaissons, où nous sommes présentement, et l'Afrique continentale qui ne peut exister et qui n'existe pas sans ses extensions au-delà de l'Afrique continentale et notamment son extension américaine. Donc, c'est ma définition de l'Afrique. Elle est totale, je la comprends ainsi. C'est la raison pour laquelle, lorsque, il me semble, nous tenons des conférences de ce type qui portent sur l'Afrique, devrait être automatiquement inclus les autres Afriques aussi, l'Afrique américaine, l'Afrique caribéenne, et une invitation formelle devrait être faite à ces Africains de l'autre bord également. Donc, la complexité, voyez-vous, à partir de cette définition, doit rester au centre. Donc, je vais m'exprimer très rapidement sur le sujet que j'ai choisi de vous exposer et forcément des ellipses seront faites et je vous demande d'entendre ce que je vais dire dans ces ellipses, pardon, parce qu'il n'y a pas de temps pour le développement. Je vais tenir un discours qui
qui n'est pas très populaire sur la question dite du féminisme. Donc voilà, donc mon intérêt est donc concerne la construction et la pratique de la liberté, et surtout la construction et la pratique de la liberté des individus nègres, notamment des nègres d'Afrique. C'est un intérêt qui est général, mais il concerne tout particulièrement le sujet femme nègre généralement, et puis celui spécifiquement d'Afrique ou des Afriques, comme je l'ai défini, pour lequel j'ai une prédilection particulière, non pas seulement parce que je suis moi-même femme, mais parce que c'est le sujet qui, sur le plan social, le plus souvent est le plus vulnérabilisé par une série d'injustices qui sont pensées et exercées effectivement. Donc, je suis concernée aussi, je suis intéressée par la question de l'éthique, et surtout de l'éthique de l'existence, qui permet de préserver l'intégrité morale et métaphysique de l'individu, et qui favorise les conditions de prospérité, et je devrais dire de prospération de la liberté de l'individu. Donc, comment est-ce que lorsqu'on est nègre et qu'on est nègre d'Afrique, on peut construire son être libre, on peut construire son existence dans le paradigme de la liberté dont on va préserver l'intégrité à tout prix. Donc, je suis intéressée donc par une métaphysique de la transcendance. Je pars du point de vue de la philosophie, notamment de la philosophie morale, qui est celle que je pratique, et celle à partir de laquelle je raisonne, les principes éthiques essentiellement. Donc, je suis intéressée par ça, par la métaphysique une métaphysique de la transcendance qui serait en rapport direct avec une praxis de la vie qui est produite dans sa matérialité. Donc une métaphysique de la transcendance qui permet aux individus de construire leur existence matérielle, par exemple, parce que les deux ne sont pas mutuellement exclusifs. Donc, ma réflexion porte sur l'action. Donc, c'est une réflexion pour l'action et une réflexion en action en même temps. Il s'agit toujours de faire, de construire et de proposer à partir des complexités dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, sur le continent africain, le groupe des femmes représente environ 50%, parfois l'on dit plus de 50% de la population totale. Et pour la majorité, la situation socio-économique est précaire. Les activités économiques de ces 50% de femmes majoritairement restent dans le domaine informel, et en large partie à cause du regard général porté sur le sujet femme. C'est un regard qui conduit à estimer que l'éducation ne lui est pas indispensable, généralement. Et donc, cet état-là, de fait, induit une situation matérielle et sociale fragile, quasi permanente. Et donc, à partir de cela, la question de la dignité matérielle, autant que de la défense de ce sujet, devient primordiale. Parfois, très souvent, le sujet n'a pas les moyens de se défendre tout seul. Donc, cette question de sa défense est une question importante parce qu'elle répond à la réalité tout simplement. Donc, le féminisme, en tant qu'instance de lutte qui est destinée à améliorer la condition du sujet féminin par l'entremise de considérations techniques, comme le droit. Pour moi, il s'agit de considérations techniques ici, le droit, par exemple, peut assurer un respect et une dignité matérielle au sujet féminin. Et donc, il offre ce féminisme où il propose une stratégie de lutte, c'est-à-dire par le droit, entre autres.
Et de ce fait, la stratégie peut être appliquée à autant de situations qu'il y a de sociétés, de sujets féminins. Il offre également des moyens. Il offre sa force de frappe. Le féminisme a une force de frappe qui s'est établie dans la formalisation qui a été permise par le temps et par le travail formel dans le temps, mais aussi par ses particularités géo-culturo-politiques avantagées. Le féminisme bénéficie davantage. Il s'agit d'un espace de lutte qui a été forgé dans le monde occidental et qui s'est employé dans le temps plutôt long à s'avantager par l'exploitation de terres et de peuples non occidentaux. L'intervention du féminisme est sociale, très souvent, mais bien entendu, c'est une intervention politique, puisqu'il s'agit de parvenir à un équilibre des rapports équilibrés entre les genres, entre ce qu'il a été convenu de considérer comme genre masculin, genre féminin, mais aujourd'hui apparaissent des propositions concernant une extension du genre, donc d'autres genres en dehors du genre féminin ou masculin. Pour l'instant, le féministe reste endigué dans la binarité genre masculin, genre féminin. Et ce titre politique, cette perspective politique englobe des dimensions immatérielles également. Donc, il y a la partie matérielle et le féminisme œuvre beaucoup à ce que la condition matérielle du sujet féminin s'améliore, notamment à travers le droit, pas seulement, mais en partie. Mais cela ne s'arrête pas là. Il y a une dimension immatérielle et c'est elle qui m'intéresse. La dimension matérielle du féminisme est avérée, elle est très populaire, c'est la plus visible, mais la dimension immatérielle est tout aussi importante et m'interpelle particulièrement. Donc, il prend naissance et Astou a proposé un historique très condensé de l'histoire du féminisme blanc, avec quelques appendices d'autres formes de féminisme à travers le temps qui se sont développées. Donc, il prend naissance dans le contexte strict du rapport d'existence. Là, c'est ce qui m'intéresse, c'est la métaphysique, l'existence entre le sujet féminin européen qui s'est construit comme blanc, qui a inventé et organisé une identité qu'on a appelée blanche. Donc, ce rapport d'existence entre le sujet féminin européen et le sujet masculin européen en terre européenne. Donc, c'est une métaphysique. Il est aussi une métaphysique et il est aussi existentiel. Le féminisme propose un existentialisme blanc et un existentialisme de femmes blanches, caractérisé blanc. Il y a une caractérisation, une construction qui s'est formulée dans le temps et qu'on a fini par nommer blanc. On a aussi établi un parallélisme noir ou nègre, c'est-à-dire ces sujets femmes blancs ont été conformés dans des lieux donnés en fonction de leur conformation et développement dans ce lieu, spécifiquement par rapport à ce lieu et aux hommes de ces lieux. Le féminisme s'est d'abord investi dans la défense de soi, la défense du sujet féminin, mais aussi par distinction du sujet masculin qui était son oppresseur. Et donc, il est porté par des idées, il est porté par des théories, pas seulement par une action, pas seulement par un caractère matérialiste, qui est celui que l'on reconnaît parce que c'est celui qui est visible et qui est popularisé à grande échelle. Donc, son caractère matérialiste, mais son caractère contraire qui est plus métaphysique et qui relève de l'existence et donc qui est existentialiste est moins populaire et fait l'affaire des chercheurs, des spécialistes qui en étudient les contours.
Donc, sa métaphysique, son caractère métaphysique est peu connu et ou n'est pas reconnu. Et pourtant, le traitement du féminisme, quand on le regarde, il faut le traiter sous ces deux dimensions importantes, sa dimension matérialiste, mais aussi sa dimension métaphysique, parce que les deux sont consubstantiels au féminisme. Et les deux, de toutes les manières, sont consubstantiels à toute question concernant le sujet humain et bon, spécifiquement ici le sujet féminin. Et donc, c'est à partir du point de vue de la valeur existentielle et métaphysique du féminisme que moi, je pose ma réflexion et que je fais mes propositions. Tout simplement parce que l'existence humaine, si elle nécessite dans sa contextualisation sociale une approche et pratique matérielle et matérialiste, reste néanmoins fondée dans la métaphysique. Et si on part aussi du point de vue historique et qu'on considère l'histoire récente de l'Afrique continentale et de l'Afrique dans sa totalité, comme je l'ai défini, c'est-à-dire l'Afrique continentale, mais aussi des Afriques que l'Afrique continentale a pu donner en dehors de l'Afrique. Si on part du point de vue de l'histoire récente qui date des 5 ou 6 derniers siècles, l'histoire africaine étant millénaire, mais cette toute petite partie récente fait que la question de l'existence est extrêmement importante. Elle est très importante pour les Africains américains, les Africains qui sont issus de l'histoire de la colonisation qui a été menée par l'esclavagisation. D'accord ? Donc, les Africains comme moi, la question de l'existence est tellement importante que lorsqu'on vit en tant qu'Africain de ce type, on sait qu'il en va de notre survie organique, rester en vie tout simplement. Si nous ne nous penchons pas sur ces questions existentialistes et que nous n'y apportons pas de réponse pour satisfaire à notre besoin d'équilibre et à notre besoin d'exister dans la liberté. Donc c'est une question qui est primordiale. Et le féminisme a en son centre une question existentielle aussi. C'est une question existentielle qui concerne le sujet blanc masculin et le sujet blanc féminin. Donc et puis sur le plan, donc la question sur le plan historique et notamment de l'histoire très récente, parce que cette histoire récente a des conséquences qui sont vécues au quotidien de manière directe dans la vie des individus, sur le plan personnel, intime de ma personne propre, je peux en témoigner. Je peux témoigner des conséquences très directes de l'esclavagisation. Alors, il ne faut pas oublier que pour cette partie de l'Afrique, il n'y a pas eu colonisation seulement. Il y a eu colonisation et esclavagisation. Donc, lorsqu'on pense les situations de ces individus, c'est une erreur que de les considérer seulement à partir du prisme de la colonisation. Le prisme de l'esclavagisation, en fait, est le premier prisme à partir duquel on devrait considérer ces questions. Et ces conséquences étant ressenti de manière tellement directe et effective et réelle que le besoin, la question du savoir aussi est importante. On a parlé d'épistémologie tout le long de nos rencontres ici dans ce colloque. Donc, ma démarche est aussi motivée par un désir et un besoin de souveraineté épistémique et de souveraineté métaphysico-politique. Un besoin de combattre la confusion aussi, et d'exercer le discernement systématique par rapport au féminisme en tant que concept, en tant que métaphysique et en tant qu'action.
Donc, un besoin de discernement et de répudiation de la confusion. Parce que il y a eu des effacements qui se sont opérés à travers la constitution et l'action du féminisme, des effacements de réalité, des effacements d'épistémé, de savoir appartenant à d'autres groupes que le groupe qui s'est construit comme blanc, qui s'est caractérisé et auto-identifié comme blanc. Et ces effacements peuvent conduire, et en fait, on peut en faire l'observation, conduisent aussi à la paralysie et à l'absence de la conscience chez des femmes qui sont concernées par cet effacement même. Donc, certaines pratiques du féminisme font une représentation du sujet femme d'Afrique qui est figée dans le vide matériel qui doit être comblé. Et cela se voit très bien à travers le système, le paradigme d'aide qui est mis en place pour venir en aide aux femmes d'Afrique sur le plan matériel. Donc, c'est un prisme à travers lequel on regarde le sujet féminin d'Afrique très souvent. Et ce prisme-là a tendance à les figer, tant et si bien que lorsqu'on se représente mentalement ce sujet femme d'Afrique, ce qui apparaît comme image mentale est l'image d'une immuabilité, d'un caractère. Une femme qui est de manière systématique dans un besoin matériel. Et cela ne veut pas dire que la réalité matérielle ne soit pas vraie. Elle est bien réelle, cette réalité. J'ai commencé par dire que les sujets femmes d'Afrique existaient la plupart du temps dans leurs 50%, donc une majorité d'entre elles de manière précaire sur le plan socio-économique. Donc, la matérialité est un phénomène réel. Et donc, l'aide est importante. Il est important, mais la fixation de la méthode d'aide que le féminisme a en fait provoqué fait que la représentation que l'on a du sujet féminin d'Afrique, et notamment de l'Afrique continentale, est un sujet dont l'image lui nuit. Et donc, malgré les urgences sociales, etc. Et donc, en raison de cette exacerbation représentationnelle, on a et du fait que ce sujet femme est fixé dans la matérialité, on la voit, bon, on la voit à travers les infrastructures. Il faut construire des dispensaires, il faut créer des entreprises, des petites micro-entreprises où elles pourront se débrouiller économiquement, etc. À cause de cet enfermement dans cet espace matériel, on a tendance à occulter l'autre espace, qui est l'espace immatériel. Donc cet espace est atrophié. Et donc, on perd de vue le fait qu'il faille aussi considérer les situations des sujets femmes d'Afrique dans leur globalité, c'est-à-dire à partir de leur caractère matériel, des besoins matériels, de la situation socio-économique matérielle, mais également à partir de la dimension métaphysique, ou des dimensions métaphysiques. N'oublions pas qu'il s'agit de complexité, donc il va y avoir des systèmes métaphysiques et non pas forcément un seul. Donc, le féminisme a des limites. Et ces limites du féminisme, pour aborder les questions critiques, des questions vraiment d'importance capitale, parce qu'il en va non pas seulement de la vie organique, mais également de la vie inorganique pour les sujets, et notamment les sujets femmes. Et donc, ces limites pour aborder ces questions et surtout pour trouver les réponses aux situations des femmes non occidentales et notamment d'Afrique ont déjà été établies.
Astou a parlé un peu des différents paradigmes qui ont été proposés ici et là par d'autres groupes qui ont tenté de répondre, qui se trouvaient bousculés par les méthodes du féminisme, mais également par les idéologies du féminisme et qui ont tenté d'y répondre en tentant de construire leur propre paradigme. Donc, ces limites sont établies. Mais parmi ces limites, il y en a une qui est passée sous silence en dépit de son caractère inquiétant. Sans le reconnaître, le féminisme mène une action et tient un discours ratio. Et ce discours opère dans des formes et sous des formes qui sont visibles et invisibles. Il participe consciemment ou inconsciemment de l'ordre racial mondial qui accorde au sujet qui s'est construit comme blanc une précédence raciale aussi implicite qu'explicite. En d'autres termes, le féminisme est aussi l'un des bras armés de l'idéologie suprémaciste blanche. Il sévit explicitement dans des territoires comme les États-Unis. C'est peut-être avec l'Afrique du Sud l'un des territoires où cette idéologie sévit le plus. De manière sous-jacente, le plus souvent, dans des parties comme l'Europe. En Europe, ces idéologies sont existantes, elles sont très actives, mais elles sont peut-être moins actives, moins explicites qu'aux États-Unis, par exemple. Après les élections dernières, par exemple, aux États-Unis, le racisme, et notamment le racisme anti-nègre était palpable et où après maintenant presque 3 décennies aux États-Unis, j'ai eu peur parce que dans la vie quotidienne, j'étais sûre qu'il m'arriverait. Dans la vie quotidienne, on ressentait vraiment, c'était là, on savait qu'il se passerait, qu'on était en danger. En tant que nègre, pour la première fois, là où j'habitais, j'ai compris que j'étais en danger. Donc, cette suprématie est extrêmement active. Et ça, c'était stimulé par les MAGA, c'est les Make America Great Again. On les appelle comme ça aux États-Unis, et ce sont les Trumpistes, les supporters de Trump. Donc, elle est très active là, pas autant aussi active en Europe, par exemple, même si elle existe dans toutes les contrées européennes. Et la participation du féminisme à l'ancrage de l'action de l'idéologie suprémaciste blanche s'effectue entre autres par la propagation de ces idées. La circulation est en effet un biais. D'accord. Donc, ce sont les idées sur le sujet femme, sur les sujets femmes. Donc, je réduis, je fais un réductionnisme monstrueux ici, mais pour les besoins de la discussion, parce qu'on n'a pas le temps. Donc, le sujet femme, le discours dans le monde qui concerne le sujet femme est un discours, celui du féminisme. Oui. Très bien. D'accord, très bien. Je me dépêche de conclure. Donc, il fonctionne comme le colonialisme a fonctionné et il ne met pas en avant dans son histoire toutes ces vérités. Donc, les groupes féministes refusent de discuter avec nous de ces questions concernant le racisme qui est inhérent au féminisme et qui a été une partie qui a fait partie de l'une des dimensions de sa construction, notamment entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, en Angleterre essentiellement. Ok, donc je trouve les parties que je dois dire pour conclure rapidement. Ok. Donc, la question qui se pose, c'est de savoir
avec quoi, à partir de quoi penser le sujet femme d'Afrique sur le plan métaphysique, sur le plan existentialiste. Est-ce que les paradigmes du féminisme sont des paradigmes adaptés pour permettre une réflexion rigoureuse sur ce que peuvent vivre des femmes qui sont dans des territoires d'Afrique? Donc, cette question a été posée par d'autres et quelques réponses ont été apportées. Donc, je vais vous en livrer quelques-unes. Donc, c'est dans ce cadre de remise en cause de la justesse des préceptes et des méthodes du féminisme que des courants de pensée sur les femmes non occidentales ont été proposés, comme le féminisme africain. Et donc, j'avais une partie sur la terminologie aussi, parce que la terminologie participe de l'influence du féminisme, de l'idéologie. Le simple fait de dire le mot féminisme est une manière aussi de participer à cette hégémonie. Donc, il est important de penser à une terminologie plus large qui serait aussi diffusée dans le monde et qui viendrait équilibrer les rapports et les rapports de force, les rapports politiques dans ce grand domaine qui concerne les modes de pensée et les actions sur les sujets femmes du monde. En d'autres termes, il faut de termes autres que le terme féminisme pour traduire ces pensées et ces actions qui sont menées, qui ont toujours été menées dans d'autres aires culturelles et géographiques sur les sujets femmes. Donc, certaines en Afrique ont proposé non seulement des pensées, mais également des terminologies. Je fais partie de celle-là, je ne vais pas parler de ce que j'ai proposé, mais je peux parler du stiwanisme qui a été mentionné, et je peux parler du maternisme qui a été mentionné également, et du famisme également, qui sont des terminologies qui sont proposées à partir du continent africain. Et ce sont des termes, des idées, des pensées qui doivent absolument être enseignées. L'une des questions critiques concerne l'éducation et concerne la dissémination d'une épistémologie qui ne soit pas exclusivement une épistémologie du féminisme tel que nous le connaissons à proprement parler. Donc voilà, je m'arrête là et la discussion peut-être pourra me permettre d'apporter plus d'éléments. Merci Aneta Vete-Kongolo. Je pense que la question principale que vous avez posée, c'est est-ce que les paradigmes du féminisme tels qu'ils sont définis en Occident s'appliquent à l'Afrique et aux luttes des femmes en Afrique? Mais métaphysique, oui. Parce que les paradigmes matériels et matérialistes s'appliquent. On l'a bien compris. Je crois qu'on vous a écouté très calmement et sereinement. L'essentiel a été dit. Mais je voudrais ramener peut-être le débat sur le thème global de cette session, qui était en fait le féminisme comme une forme de lutte des femmes dans le contexte de la régression démocratique, le racisme et l'autoritarisme aujourd'hui. Parce qu'il me semble que l'une des faiblesses qu'on a toujours, lorsqu'on discute du féminisme, on part des réalités qui existent dans le monde occidental, où il y a énormément de fractions, de divisions, de recherches très poussées qui aident, je pense, à comprendre. Mais lorsque, malheureusement, on devait avoir, je pense, dans le panel, quelqu'un qui aurait parlé plus spécifiquement des mouvements actuels, parce que ça nous permettrait de régler les questions concrètes, les questions théoriques qui sont posées. Et nous nous sommes trouvés à l'époque dans la même situation où il y avait d'une part des gens qui coupaient dans tous les sens le féminisme et beaucoup de femmes africaines qui étaient sur le terrain, qui luttaient et qui réalisaient que c'est dans l'action qu'elles arrivaient à redéfinir un féminisme conforme à
aux situations d'exploitation, de subordination que les gens vivaient dans nos pays. Et à l'époque, je me souviens aussi bien lors de la première conférence internationale des femmes à Mexico, la division, c'était entre Nord-Sud. Des gens qui posaient des problèmes pour lesquels nous, femmes africaines, nous ne pouvions même pas espérer atteindre ce niveau parce que les questions qui se posaient, c'était des questions d'exploitation, de subordination et de survie pour la plupart des femmes. Et donc, ce qui a donné un caractère très différent aux luttes que les femmes ont menées en Afrique et qui peuvent justifier certaines demandes, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en matière d'aide au développement, le type de projet et autres qu'il fallait orienter pour les femmes. Et il y avait des femmes africaines qui se sont érigées pour donner une dimension plus idéologique à la question du féminisme et qui avaient proposé une approche systémique qui consiste à la fois à analyser les situations dans lesquelles se trouvent nos pays et à l'intérieur de ces situations, la place et la position des femmes et qui expliquait et justifiait le patriarcat qui est un pouvoir des hommes, du père et par extension le pouvoir des hommes qui avait des réminiscences aussi bien sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan socio-culturel et essentiellement justifié par les religions et les cultures. Et je crois que ça nous a permis de poser des revendications qui étaient à la fois pertinentes par rapport aux droits des femmes, mais surtout qui avaient une implication politique et idéologique par rapport aux alternatives qu'on pouvait provoquer et qui n'étaient que des alternatives de type politique et social. Et je crois que la confusion vient aujourd'hui avec le regain du féminisme. On ne parle plus maintenant de définition du féminisme. On oublie même des termes aussi importants que patriarcat, subordination, oppression, etc., pour les poser en des termes où la plupart des femmes africaines ne se reconnaissent pas. Ici, aujourd'hui, au Sénégal, il y a une tentative que nous menons depuis 2 ans de créer un pont intergénérationnel entre notre génération de féministes, les questions que nous avons soulevées, les résultats positifs que nous avons eus dans l'avancée de la place des femmes, des droits des femmes dans nos différents pays, et les générations nouvelles, dont beaucoup ont connu le féminisme à l'étranger, sont venues avec des questionnements qui ne se retrouvaient pas dans les réalités locales en Afrique et au Sénégal en particulier, et on essaie de créer ces démarches intergénérationnelles pour voir comment redonner au féminisme aujourd'hui dans un pays comme le Sénégal, par exemple, mais je sais qu'il y a d'autres qui essaient ce même mouvement en Côte d'Ivoire, au Cameroun, etc. Et on essaie de voir plus concrètement qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui face à l'autoritarisme, mais surtout au conservatisme ambiant qui veut ramener les femmes dans la sphère domestique à partir de prêches religieuses, de confinement d'une manière ou d'une autre sur le plan culturel et religieux et qui pose de réels problèmes aux femmes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les acquis qui étaient tellement clairs que tout le monde connaissait des mouvements comme Yewi Yewi, qui organisaient des débats, qui avaient lancé un débat national sur la question de la place des femmes dans la société, les différents partis politiques qui soulevaient ces questions dans toutes les discussions, on se retrouve maintenant à marginaliser complètement cette question des femmes parce que pendant 20 ans, vous n'avez pas employé le terme très clairement, mais les bailleurs de fonds, la coopération bilatérale, multilatérale, a axé le féminisme, soi-disant, par la gestion des projets dans les ONG, de manière, l'accès aux activités génératrices de revenus, etc., et oblitérant complètement la dimension politique et idéologique du féminisme. Et je crois que le débat actuel, c'est face à cet autoritarisme, mais surtout à la montée du conservatisme. Je vois, moi, la liberté que j'avais au Sénégal il y a 40 ans, je ne l'ai plus aujourd'hui, parce que simplement, on nous impose une manière d'être, une manière de nous vêtir, de parler,
et on nous ramène dans des débats où parler de la polygamie est devenu un sujet tabou, parler de l'avortement, même dans des cas d'inceste, comme on l'a dit ces derniers temps, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Le viol est allé dans les journaux tous les jours. On entend des choses qui se passent avec des petites filles, mais les leaders religieux vont mobiliser des foules pour parler de l'homosexualité, qui est un problème marginal à l'heure actuelle, mais aucun d'eux ne se lèvera pour parler du viol des enfants, des incestes qui se font, de l'absence de droits des femmes dans les milieux populaires, etc., etc. Donc, je crois qu'il serait important qu'on ramène le débat aux réalités. Il est vrai qu'il faut continuer à faire des études pour mieux comprendre la place des femmes dans nos différentes sociétés. Mais de grâce, ce que je disais tout à l'heure, ayons une approche systémique. On ne peut pas parler des femmes dans des cadres très spécifiques et en sectionnant dans tous les sens pour voir qu'est-ce qui touche et ne touche pas. Nous, je vous assure, dans les années 80, on avait une approche systémique qui nous permettait à la fois de poser la question des discriminations, subordination, de la race lorsque c'était nécessaire, qui n'était pas toujours le cas ici, etc., etc. Et j'aimerais que dans les discussions, on tienne compte du fait qu'on était dans un cadre précis. Aujourd'hui, avec le recul démocratique, l'autoritarisme qui se développe de plus en plus, bon, on a dû en parler, nous avons quand même des coups d'État militaires que beaucoup de jeunes saluent à coups et à cris, n'en réalisant pas ce que ça signifie fondamentalement. Il y a 20 ans, personne n'aurait salué un coup d'État militaire. Or, je vois que les femmes y compris, et elles auront à subir aussi les effets négatifs de ce recul démocratique. Et je crois qu'il est important qu'on pose la question des femmes dans ce contexte-là. Alors, je vais donner la parole, je regrette parce qu'on pensait, comme il n'y avait que deux intervenants, on va donner la parole à la salle. J'espère qu'elles auront l'occasion aussi de réagir par rapport aux questions qui vont être posées. Mais vous pouvez à la fois faire des commentaires et poser des questions. Je vais commencer par une femme. Hein? Je t'ai vu, mais je vais commencer par madame. Non, celle-ci, c'est madame, vous? Oui, oui, avec le boubou, oui. Oui, oui. Yes, sir. Bonjour, je m'appelle Seynabou Mbengue, je suis secrétaire chargée de la communication au niveau de l'UDES, Union démocratique des femmes du Sénégal, affiliée au PID. En fait, moi, mon problème est que j'ai une déformation professionnelle, parce que quand on parle de féminisme, je pense à la modernité ou bien aux femmes intellectuelles. Parce que ici au Sénégal, la lutte contre la pauvreté continue toujours. Nous avons fait un travail à Ndem Mesa avec Serigne Babacar Mbow. Son village Ndem est un village qui a un centre de formation polyvalent, un forage, une mosquée, de l'éclairage public et de l'eau. Mais les 20 villages qui tournent autour de Ndem, pour les 20 villages, il n'y a que 2 forages, à Potier et à Ndia. Donc tous les villages environnants n'ont pas de forage, ils n'ont pas d'eau, ils n'ont pas d'électricité. Il y a même des villages qui n'ont pas de toilettes. Jusqu'à présent, en 2022, il y a des villages où il n'y a pas de toilettes. Donc, la lutte des femmes continue. Et les femmes en milieu rural jouent un rôle prépondérant dans le secteur primaire ici au Sénégal. Je vous parlais de l'agriculture. Et les femmes suivent le processus agricole depuis les semis jusqu'à la récolte en passant par les autres travaux et on l'appelait sexe faible. Mais les femmes ont dit non. Aujourd'hui, on lutte contre la pauvreté, mais c'est très difficile. Parce que dans les zones agroécologiques, il y a des réalités. Ce qu'on peut faire à Bambey, on peut pas le faire au Fouta. Ou même si tu amènes un projet pour les jeunes filles, celui qui doit leur donner l'ordre de participer à ce projet, soit il est à Mantes-la-Jolie ou bien il est à Cincinnati. Donc, dans chaque zone agroécologique, il y a des réalités. Et les femmes sénégalaises sont très braves. Dans la vallée du fleuve, vous trouverez des Korkadiao, qui est la meilleure productrice de riz.
au niveau de Kairé Al, Madame Kairé est là-bas. Bon, elle est récemment alphabétisée, mais elle est la présidente d'une association rurale de lutte contre le sida. Elle travaille avec USAID. C'est une brave femme. On se rappelle de Beijing, lorsque mère Tinendoy, la mère Tienege partait à Beijing, elle avait mis ses habits dans un sac. Comment on dit en français? Elle avait mis un baluchon. Elle avait mis ses habits dans un baluchon pour aller à Beijing. Elle était alphabétisée, mais pas tout à fait. Quand elle est rentrée de Beijing, elle a résumé tous les travaux qu'on a fait à Beijing en moins de 15 minutes. Donc, la lutte des femmes, c'est une lutte pour s'insérer dans les instances de décision. C'est une lutte pour avoir plus de voix. Comme l'a dit Ndeye Astou, le véritable combat des femmes, c'est non seulement le maintien à l'école, mais c'est aussi, il faut aussi inciter les jeunes filles à apprendre les matières scientifiques pour qu'elles fassent partie du bastion de cadre qui doivent diriger demain l'Afrique. Parce que même si on parle de parité, il faut mettre la femme qu'il faut à la place qu'il faut. Je ne vais pas être longue, je vous remercie. Ok. Bonjour. Je rends hommage à Madame Savané et aux consoeurs panélistes. Et je vais camper mon débat sur le sujet féminin. Je dirais par suite d'un éveil de conscience. La femme a essayé toujours de se défendre de son oppresseur, qui est l'homme, son fidèle compagnon. Elle est tout le temps traitée de sexe faible. Depuis son vécu quotidien dans la famille qui est la cellule de base, dans laquelle elle évolue en tant que fille, femme, mère, elle a un rôle à jouer en tant qu'éducatrice, donc elle a droit à l'éducation. Surtout, depuis hier, j'en parlais. Nous, dans notre cas, en Afrique ici, j'ai parlé de la scolarisation qui n'est pas pourtant à 100% dans certains milieux. En les envoyant à l'école, ça nécessite un maintien et un suivi, on en a parlé. Parce que éduquer une femme, c'est éduquer une nation. À se défendre et à les suivre, il y a trop de maslas en Afrique. Surtout dans notre milieu ici. Vous avez parlé de saï-saï. Quand il y a viol, on étouffe ça. C'est le cousin, c'est l'oncle, c'est le grand-père. Il ne faut pas en parler. Combien de filles ont été violées et bafouillées dans leur dignité? Il faudra y penser. Donc, laissez la femme s'affermir. Être dans les décisions des instances d'études, surtout dans les élections. Elles sont employées comme animatrices. Elles mobilisent des foules. Mais en retour, on leur rend par l'échelle. Parfois, elles sont oubliées. Donc, elles doivent s'affermir. Enlever ces jougs de l'oppression de l'autre sexe. En faisant quoi? Leur autonomisation. En s'affirmant. Il n'y a pas l'école seulement française. Ça a été imposé par le colon. Mais nous avons leur langue. Bien avant ça, il y a l'école coranique. Et je rends hommage au président qui, actuellement, l'éducation arabe, le bac arabe est reconnu. Donc, il faudra penser à ça, nos langues locales. Si vous allez dans les régions, vous voyez des femmes qui font des poésies, des poèmes. Elles sont alphabétisées parce que dans les élections, on disait que telle femme n'est pas lettrée, elle n'a pas été à l'école. Mais il n'y a pas l'école seulement. Il y a nos langues nationales qui a été expérimentée, il n'y a pas eu de suivi. Parce que ceux qui ont pris ça, on avait fait des écoles pilotes. Mais ceux qui apprenaient les langues nationales excellaient. Parce que l'outil de communication en matière d'éducation, ça compte beaucoup.
Alors, je ne vais pas davantage garder le monopole de la parole. La lutte continue. Donc, nous emboîtons le pas du Rwanda qui, à 60, nous n'avons pas atteint 50%, mais quand même, on se bat. On se bat, surtout la génération future qui est la relève, nos jeunes. Cet éveil de conscience-là, c'est le FIPOU qu'on appelle en Afrique ici, au Sénégal. Les femmes doivent savoir leur place, occuper tous les terrains. Ne se laissez pas léser par les hommes. Assister à tout, faire partie des comités électoraux. Comme ça, elles sauront quel rôle occuper. La parité, un homme, une femme, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, en se scindant les reins et en prenant l'exemple de notre doyenne, j'espère qu'on trouvera une solution à ça. Je vous remercie de votre attention. Merci Madame la Présidente. Donc, je serai relativement bref. J'ai très bien entendu la génération de ceux qui sont nos sœurs aujourd'hui et je vois que bien qu'elles aient obtenu les acquis des luttes de celles de la Présidente, il y a à la fois un grand effort non seulement d'érudition mais aussi de dépasser les paradigmes dans lesquels eux-mêmes se sont retrouvés insérés. Et je m'en vais tout simplement d'essayer peut-être de réconcilier la position de Madame la Présidente qui ont été quand même exprimées par les réalités du terrain et l'effort académique à la fois ardu, mais qui est essentiel qu'elles essayent de faire. Vous savez, pour moi, lorsque je vois le titre Afrique-Europe à la suite de Cheikh Anta Diop, c'est à partir des statuettes stéatopiges en Europe qu'on a vu que l'Afrique était en fait un double continent. L'Europe faisait partie de l'Afrique. Les populations africaines qui y habitaient étaient effectivement des populations négroïdes. L'européanisation de l'Afrique s'est faite en phase graduelle à partir de l'Europe d'abord, ensuite du continent africain et bien sûr des diasporas des périphériques qui étaient les Amériques. Donc ça, c'est déjà un changement du paradigme important que Cheikh Anta Diop comprend et dans la bataille sur la question de la propriété privée et l'origine de la famille, de Morgan, etc., il pose la question des sociétés aryennes versus nos sociétés et beaucoup de gens ont mal compris. Il n'explique pas qu'il s'agit d'un matriarcat, il explique en réalité que les sociétés africaines qui ont connu le matriarcat et qui sont de structure matrilinéaire étaient forcément différentes de ces sociétés de type aryenne qui faisaient l'enterrement des Sabines. Et donc, par conséquent, la question pour nous, hommes qui nous disions féministes, la question existentielle, c'est de savoir, pouvons-nous encore être féministes ou pas africains, c'est-à-dire changer les mentalités masculines. Et l'expérience concluante a été démontrée entre 1984 et 1987 dans l'épisode sankariste au Burkina Faso. Et au Burkina Faso, on a eu un changement sur la question des rapports de domination, sur les questions de propriété, sur les questions d'accès aux décisions politiques aux femmes, avec un renversement, non pas parce que à la différence du Rwanda où il y a eu un génocide qui préparait effectivement un terrain où il y avait une plus grande promiscuité politique des femmes. Mais ici, il s'agissait d'un mouvement délibéré dans une société rétrograde et obscurantiste, d'un effort féministe réel et assumé. Or, ce qui m'apparaît de plus en plus, c'est que nos féministes aujourd'hui, du fait du questionnement paradigmatique, commencent à être détachés des réalités du terrain et n'arrivent plus même à exprimer ces choses-là aux femmes. C'est-à-dire comment expliquer ce que vous expliquez aujourd'hui à des femmes qui sont contraintes dans des systèmes d'oppression, les mêmes qu'on cherchait à débusquer la génération de Marie-Angélique. Parce que leur débat, leur lutte, elle reste toujours actuelle. Ce que Marie-Angélique et ses sœurs ont voulu faire est toujours actuel, même je dirais encore plus actuel du fait des régressions. Donc ici, je crois qu'il y a une sorte de malaise, pour nous en tout cas, qui nous déclarions toujours féministes, qu'on peut appeler famiste si vous voulez, mais sans que ce soit dans un élan ni de gynécrocratie, que Cheikh Anta a bien décrit, et que Ifi Amadioum explique clairement. Donc il faut qu'il y ait un message clair panafricain, et nous, notre message, à moins que je me trompe, c'est l'internationalisme. C'est l'internationalisme qui nous sert de boussole commune, et dans cet internationalisme, il y a un volet féminin, et donc je me pose la question,
pour des féministes africaines, le discours de Olympe de Gouges est-il un discours qui est encore valable pour elles? Même si au niveau des Lumières, c'était la suprématie blanche, c'est quand même des valeurs universelles que cette femme-là a posées et je pense qu'il faut s'en réclamer et le défendre. Maintenant, c'est à vous d'essayer de ne pas non plus, comme on dit sous bien dans certains endroits, s'enfarger dans les fleurs du tapis et rentrer dans ce qui me semble être des relents de postmodernisme, de critiquer le paradigme féministe au point de l'expurger et de faire très attention de le déconnecter des luttes réelles et de le rendre intelligible à ceux qui ont besoin de vos outils pour lutter. Parce que si vous désamorcez, et je ne dis pas qu'il s'agit d'équilibrisme intellectuel, mais si on désamorce la portée révolutionnaire du féminisme, et le vider de son potentiel internationaliste, à ce moment, il y a une déconnexion de plus en plus graduelle, une difficulté à traduire les aspirations populaires légitimes de nos femmes. Et ça s'est fait dans les mouvements de libération nationaux. On l'a eu ici avec Cabral, on l'a eu dans les mouvements de libération en Afrique australe. Et je crois que c'est pour ça que le sillage fait par les premières féministes africaines, que nous considérons toujours révolutionnaires et à l'avant-garde, doit être bien écouté et encore entendu. Je vous remercie. Merci, Madame la Présidente. Quand on parle de nouvel élan des luttes féministes et leur puissance transformatrice, je dis quand on parle du nouvel élan des luttes féministes et leur puissance transformatrice, on fait allusion. Vous n'entendez toujours pas? Pardon, qu'est-ce qu'elle dit? Ah oui, d'accord. C'est vrai, c'est que j'ai envie d'aller tout de suite à l'essentiel. Je m'appelle Tché Ndiaye. Je suis un membre du bureau politique et du comité central du Parti de l'Indépendance et du Travail. Donc, je disais que quand on parle de nouvel élan des luttes féministes et leur puissance transformatrice, on fait allusion aux femmes comme sujet d'émancipation, c'est-à-dire comme acteurs de la transformation sociale, à côté peut-être d'autres acteurs, bon, tels que la vie sociale a plus ou moins saucissonné. Alors, moi, je crois que quand on parle de ça, il y a un certain nombre de biais auxquels il faut faire attention. C'est transparu à travers les exposés et à travers les soucis des gens. Et ce que Madame a appelé tout à l'heure l'aspect matériel, la matérialité de la condition féminine, qui font que les gens pensent aux conditions de vie socio-économiques. Il y a l'aspect immatériel, l'aspect existentiel, qui peut aussi exister dans le cadre des problèmes socio-économiques. Je reviendrai tout à l'heure avec des exemples précis dans certaines zones du pays. C'est vrai également qu'on peut penser souvent que les idées sont des idées exogènes, construites ailleurs, en Europe, européocentristes ou ailleurs. Et que, bon, il y a des réalités spécifiques peut-être à l'Afrique. Bon, on parle de quelle Afrique? Donc, là aussi, je crois que c'est des choses qui ne doivent pas nous diviser. Parce que la question féminine, maintenant, je crois que c'est une question qui est globale, d'ordre mondial, et que toutes les contributions peuvent être importantes. Alors, ça signifie simplement que ça va poser peut-être la question de la pensée stratégique sur ces questions de femmes. Et qu'il faudrait peut-être qu'on apprenne tous à décrire le plus parfaitement possible, le plus précisément possible, les conditions dans lesquelles nous intervenons, dans le monde et aussi spécifiquement dans nos milieux locaux. C'est par là que je voudrais terminer, et c'est pourquoi je commence par là. Maintenant, la condition des femmes, à l'époque moderne, pose un certain nombre de paradoxes. Les féministes soutiennent que les différences sexe-genre ne sont pas pertinentes pour légitimer l'absence de leurs droits en tant que femmes. Mais en même temps, elles introduisent de fait cette différence-là, sexe-genre, car elles se présentent dans l'espace public en tant que femmes, en appelant à la mobilisation des femmes pour l'obtention de droits spécifiques aux femmes. Donc, il y a un va-et-vient paradoxal entre abolition de la différence et acceptation de la différence.
C'est d'ailleurs ça qui est à l'origine de plusieurs courants. Les gens ont fait allusion à ça. Il y a d'abord le féminisme, enfin, pas d'abord, mais il existe un féminisme noir, par exemple, aux États-Unis, par rapport à la double oppression des hommes, d'une part, et des femmes blanches, par exemple. Il y a le féminisme marxiste qui continue à allier l'analyse sexe-genre et l'analyse de classe. Il y a aussi l'écoféminisme. Bon, c'est vrai aussi qu'il y a les tendances queer, je crois qu'on appelle ça queer, n'est-ce pas? Bon, qui donne tout ce qui est relatif à la mouvance LGBTI, etc. Il y a même des gens qui parlent de cyborg en disant qu'aujourd'hui, les femmes ne peuvent pas être pensées seulement en tant que femmes, mais qu'il faut introduire aussi le fait que ce sont des sujets qui sont liés aux technologies et qu'un être humain maintenant est un être double qui est fait, n'est-ce pas, d'un être biologique et qui ne peut pas se passer d'instruments technologiques, n'est-ce pas, qui influent beaucoup dans sa manière d'appréhender la réalité. Donc, voilà un ensemble de courants. Mais s'il faut peut-être qu'on essaie de sectionner la réalité, bon, ça, il y a des gens qui suivent cette tendance. Il y a des gens qui voudraient qu'on soit systémique et qu'on essaie de voir un peu est-ce que la perte de centralité de l'analyse de classe, est-ce que ça doit aujourd'hui nous amener à considérer que les sujets de l'émancipation sont complètement différents et sont complètement déconnectés? Ça, c'est des questions importantes, je crois, sur lesquelles il faudrait qu'on revienne. Mais que la pluralisation des dominations et des oppressions ne doit pas exclure qu'on essaie, en tout cas, d'insérer tout ça dans un mouvement commun, bon, où on puisse quand même analyser en termes de classe aussi. Ça signifie simplement que si on considère que l'approche capitaliste, c'est toujours une approche à essence socio-économique, il faudrait aussi qu'on donne l'importance à des secteurs de lutte comme celui des femmes, mais ce n'est pas seulement les seuls sujets de l'émancipation. C'est ça que je voudrais dire. Maintenant, un seul biais, s'il vous plaît. Le dernier biais que je voudrais signaler, c'est que au Sénégal, par exemple, on conçoit de plus en plus au niveau des cercles savants les droits des femmes comme des simples droits politiques. Alors que si vous allez ailleurs dans certains secteurs, les droits socio-économiques auxquels elle faisait allusion sont beaucoup plus prégnants. Et c'est un biais, je crois, qu'il faudrait essayer de réduire aussi. Oui, bonjour. Merci beaucoup à toutes les intervenantes et également aux commentateurs de la salle qui ont émis des... Oui, je vais remercier, ensuite je vais me présenter. Merci également à tout le monde qui a participé, a contribué donc au débat avec ses commentaires et ses questions pertinentes. Donc moi, je m'appelle Delphine Abadi, je suis professeure de philosophie africaine ici à l'université Cheikh Anta Diop. Je suis donc d'origine canadienne, mais les questions donc évidemment de philosophie africaine et aussi de genre. Et pour revenir à la dimension du titre et du thème du colloque, de la relation entre ces univers que sont l'Afrique et l'Europe ou l'Euramérique, dans le cas plus large de l'Occident si vous voulez, sont des questions qui me préoccupent, en particulier sur le plan du féminisme. Je voudrais donc insister sur cette ligne qui est l'axe à partir duquel je veux faire mes commentaires, cette idée de la possibilité ou non de trouver un terrain d'entente commun entre un féminisme qui un discours féministe et une pratique féministe qui provient du Nord et qui est dit donc féminisme blanc et qui est souvent médié par les programmes d'aide au développement avec des priorités, comme nos intervenantes en ont parlé, qui sont décidées par des agendas de bailleurs de fonds et moins par les priorités qui se présentent sur le terrain. Donc ça, c'est la prémisse sur laquelle je suis parfaitement en accord avec ce qui a été dit. Et je dirais également que cette
forme nouvelle de domination qui passe par le genre, et là je rejoins Aneta, elle a aussi des effets pratiques qui sont des effets à la fois pratiques dans les luttes et dans les résistances de formes de patriarcat locaux. Vous parliez, Madame Savané, de, par exemple, le caractère relativement marginal du phénomène de l'homosexualité, mais la surreprésentation de ces formes de discours sur la question du genre, à mon avis, est une réaction à la volonté de mettre sur le premier plan la question de l'orientation ou de la liberté sexuelle, qui est un sujet ou une priorité qui est exogène aux préoccupations sur le genre. Moi, je préfère parler de la question d'injustice ou de politique du genre que d'employer des termes comme féminisme ou womanisme ou stywanisme, seulement pour qu'on s'entende en fait sur quelque chose qui serait un peu plus inclusif, justement, une base commune pour travailler, si vous voulez. Donc, il y a des effets aussi qui sont théoriques. Donc, j'ai parlé des effets pratiques, mais des effets théoriques qui sont aussi ceux qu'on retrouve sur n'importe quelle scène universitaire quand on parle de la question du féminisme. Il y a toujours cette espèce de tension, relation, opposition, mais partenariat entre ce que la théorie académique féministe produit et ce que les luttes féministes font sur le terrain, les luttes qu'elles mènent et ce qu'elles ont gagné. Je pense qu'Aneta, c'est un peu ce que tu essaies de mettre de l'avant entre, en parlant de cette dialectique entre la dimension matérielle et puis métaphysique ou existentialiste, comme tu l'évoquais. Et ça, je pense que c'est pas une problématique proprement africaine, mais propre au sujet, en fait, qui est à l'ordre du jour, au thème, quand il investit les espaces universitaires. Mais moi, étant philosophe, ce qui m'intéresse par ailleurs, c'est de définir les concepts aussi. Afrique, je partage ta compréhension de ce qu'est la définition de l'Afrique, les Afriques, qui inclut donc l'Afrique diasporique, à mon sens. Mais aussi, donc, la question, et c'est une question que je me pose avec certaines étudiantes qui me consultent sur cette question, de la définition du féminisme aussi est et pas anecdotique, je crois, parce que précisément, on se demande s'il s'agit d'égalité des droits, est-ce qu'il s'agit de lutte à mener pour l'amélioration de la condition féminine en général, est-ce qu'il s'agit de se poser sur le plan de l'identité de genre, donc l'identité femme, ou est-ce qu'il s'agit de prendre les femmes comme des sujets politiques, donc comment les femmes en tant que sujets humains qui se trouvent par ailleurs à être naturellement désignées comme femmes parce que, bon, biologiquement, il y a certains attributs, on leur donne des rôles sociaux qui sont susceptibles de les positionner dans des situations de pression spécifiques aux femmes. Ça a des incidences sur ce qu'on va retenir comme étant la définition du féminisme. Et aussi, je pense que pour donc conclure sur ce sur quoi j'ai commencé, à savoir la question de savoir si on peut développer une idée du féminisme qui soit commun et qui soit transnational et qui ait une base vraiment minimale, probablement commune. Ultimement, mon interrogation se situe sur ce plan, à savoir est-ce qu'il faut qu'on se regarde comme femme étant sujet de sociétés qui sont toutes patriarcales selon des formes différentes, ou est-ce qu'on doit se situer sur un plan qui est plus celui de l'identité et donc celui où nous aurions des différences qui nous opposent plutôt qu'elles nous unissent. Et si, parce que évidemment le féminisme blanc effectivement est une forme de bras armé de la domination, de la suprématie blanche, du racisme depuis plusieurs siècles. Donc, ce n'est pas une nouveauté non plus. Donc, je vais clore là-dessus. Est-ce que vous avez des intuitions sur ce que serait justement ce socle commun minimal sur lequel nous pourrions démarrer pour penser à une sororité transnationale sur laquelle donc nous pourrions nous entendre sans nous tirailler sur des questions qui sont finalement d'ordre structurel et qui ne nous appartiennent pas nécessairement quand nous venons à participer à cette lutte. Je vous remercie. Et bonjour à tout le monde. Et je suis vraiment fière d'être devant Madame Savané
j'espère que l'émotion ne va pas être débordée. Je suis étudiante en master de philo et ce débat m'intéresse particulièrement. Moi, je suis en parallèle chargée des affaires pédagogiques d'une structure d'étudiantes parce que lorsque j'étais en master 1, j'ai vu dans ma classe, il n'y avait qu'un quart d'étudiantes. Et lorsque j'étais en licence, nous étions peut-être de 2 quarts. Et j'avais vu cette différence, ça m'a vraiment marqué. Depuis lors, je commence mes luttes pour le maintien des filles à l'université. Cette année 2021, j'avais commencé avec les étudiantes de la première année. Et sur les obstacles, beaucoup de femmes ne venaient pas au cours parce qu'elles n'avaient pas de serviette hygiénique. C'est vraiment honteux. Et en ce moment, nous avons consulté les autorités de l'université. Personne n'a voulu nous aider. Et après, on vient pour nous dire que les femmes décrochent, les femmes décrochent. Il y a plusieurs facteurs. Premier facteur, c'est la pauvreté. Les étudiantes sont tellement pauvres et elles sont dans des conditions vraiment précaires. Pour avoir un logement, il faut courir derrière un homme. Soit il est une autorité, soit il est président d'amicale, soit. On n'a jamais accès au logement. Et si c'est la formation qui doit régler le problème de la pauvreté des femmes et que les femmes n'ont pas eu l'accès à cette formation, ça sert à quoi après? Ça sert à rien pour moi. Parce que tant qu'on n'est pas formé, on ne connaît pas ses droits, on ne connaît pas ses devoirs et on ne peut pas améliorer, on ne peut pas participer au développement d'un continent comme l'Afrique, qui est un continent très pauvre. Vu que nous sommes la majorité de la population, si on n'a pas ça, on n'aura rien du tout. Et ce qui me fait mal encore, on laisse ces financements de côté pour sponsoriser des lions. Vous imaginez? Est-ce que vous imaginez ça? Je n'arrive pas à comprendre. Madame Savané, je demande conseil parce que moi, je suis à bout vraiment. Comment vous faites depuis des années pour tenir tête, pour tenir debout et continuer ce combat? Et le problème aussi, c'est nous les femmes. Parce que je dis aux étudiantes de master, vu que nous sommes les 1 quart, pourquoi pas aider nos sœurs de la première année? Je vois qu'une seule étudiante, maximum 2, qui sont derrière là-bas. C'est elles qui viennent pour aider les filles. Et la majorité, elles me disent qu'on n'a pas le temps. Le problème de la représentation, comment on se représente, nous, en tant que femmes? La femme, c'est quoi? C'est la beauté. Non, la femme, ce n'est pas la beauté esthétique, c'est la beauté intellectuelle. Il nous faut le partage, la libération, la souveraineté et la solidarité. Sans la solidarité, rien ne va aller. Entre nous, on soit solidaires. Et vous avez parlé d'un pourcentage. 50% de femmes sont actives. Les journées de 8 mars, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les femmes qui sont actives sont en train de piétiner les femmes qui ne sont pas actives. En quoi? En faisant des hôtesses, en faisant des folklores, en faisant rien qui peuvent, comment dire, changer la possibilité des femmes. Comment changer ces conditions? Je m'excuse vraiment, je m'excuse. Merci beaucoup. Je m'excuse pour la dame qui est partie, mais quand on est dans une assemblée de ce genre, je crois qu'il faut accepter que tout le monde ne doit pas parler. Il y a un minimum de discipline. On a commencé, il y a eu des débordements. Je vois qu'elle est partie, c'est dommage. Je voulais m'excuser pour lui dire, mais bon, c'est les choses de la vie. Nous allons donner rapidement, parce qu'on a largement dépassé le temps, aux 2 intervenantes. Je vais commencer. Elle est pressée là, mais je vais vous donner 1 minute parce qu'il faut savoir qu'on ne va pas régler les problèmes ici. Donc, dites vraiment. Évidemment, hein, les problèmes ne seront pas réglés. En fait, nous en avons soulevé beaucoup puisque l'assistance a bien réagi. Donc, il y a tant à dire, mais pas de temps. Mais il faut que je prenne cette minute pour dire malgré tout que il n'y a pas de division puisque les commentaires ont commencé
comme cela. Si, en tout cas, dans ma communication, cette impression a été donnée, alors je me suis mal exprimée et j'ai mal structuré mon intervention et je m'en excuse auprès de vous. Parce qu'en fait, ma pratique, puisque je suis de la pratique, je suis du terrain, je ne peux pas formuler de théorie, je suis théoriciste, je formule des théories. Je ne peux pas le faire sans être sur le terrain comme les dames qui sont intervenues. Je suis de ces individus et je travaille parmi les individus et je produis aussi les réalités sur lesquelles je travaille et sur lesquelles je me penche sur le plan systémique et sur le plan théoriciste. Donc, je suis dans la continuité du travail des aînés sans lequel je ne serais pas là avec les propositions que je fais. Donc, il n'y a pas de division, mais une complémentarité. Ce que j'ai voulu mettre en évidence, comme Delphine l'a souligné, et je crois un monsieur qui était dans le centre par là, qui s'est exprimé, c'est le fait de devoir aussi mettre la lumière sur une partie de la réalité qui est passée sous silence et qui est dans l'ombre, alors que la totalité de la réalité est importante si l'enjeu est l'arrivée à des résultats qui nous permettent de construire notre liberté, d'être libre, que ce soit socialement, économiquement, etc. Donc, la complémentarité et non sectionnisme. Bah oui. Je voulais juste, en fait, tu m'as emboîté le pas. Je voulais juste dire la même chose, qu'il n'y avait pas du tout de division aucune, qu'il y avait un travail qui était en train d'être fait. Et ce travail-là, en fait, vient compléter ce qui a été fait. En même temps aussi, il n'y a pas une division entre ceux qui sont en Occident, ceux qui sont en Amérique, ceux qui sont ici. Mais bien entendu, après, quand je parlais d'ordre social. À un moment donné, quand on considère un ordre social, il y a un socle commun qui nous guide en tant que femme. Je vois une femme d'Asie, d'Amérique, de l'Europe. Bien entendu, il y a un socle commun, quelque chose qui nous lie. Mais après, quand on se base sur l'ordre social, bien entendu, Madame parlait tout à l'heure des aspects socio-économiques dans certains villages, ça ne touche pas, et ça ne peut pas toucher par exemple mon ami dont je parlais tout à l'heure et qui vit à Paris dans un certain standing. Et donc à un moment donné, il y a forcément un moment où on est obligé de se lâcher, on va dire. Pas se lâcher pour se détruire, mais se lâcher pour pouvoir se construire chacune de son côté ou chacune avec les hommes de son terroir, si je peux m'exprimer comme ça, de son terroir, de son territoire. Voilà. Et donc, c'est ces considérations-là, en fait, qu'on souhaiterait mettre davantage en avant pour prendre en compte ces questions dont Madame a parlé tout à l'heure, des questions socio-économiques, des questions aussi qui touchent aussi la pauvreté des étudiantes, entre autres. Et j'avais juste envie de dire à Madame, j'ai pas retenu le nom, que justement, nous, on le sent en première année, en deuxième année, on a plus de filles plus de femmes que d'hommes dans nos amphis, mais à partir de la licence, on ne les voit plus. Et souvent, on nous dit le mariage et puis les problématiques qu'elle a soulevées aussi. Il y a beaucoup d'oppression. Ça, je tenais à le soulever. Il y a beaucoup d'étudiantes qui viennent nous voir, qui nous disent qu'elles sont harcelées au quotidien par des présidents d'amicales, par des enseignants ou qui que ce soit au quotidien et qui le subissent. Et ces harcèlements tournent autour de logements, autour de bourses, des choses comme ça. Elles en souffrent et on n'en parle pas du tout à l'université. Souvent, ce qui fait bruit, c'est les problèmes de bourse, c'est les problèmes où il y a hommes et femmes. Et ceux qu'on laisse parler le plus souvent, ceux qu'on interviewe, ce sont des hommes. Des présidents d'amicales, ce sont des grévistes. Mais les femmes qui ont vraiment des problèmes de toilettes, qui ont des problèmes de serviettes hygiéniques, qui ont des problèmes vraiment qui touchent l'intimité, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Et ce n'est pas seulement à l'université, ça se passe aussi dans les lycées, ça se passe aussi dans les collèges, ça se passe aussi à l'école primaire.
C'est tout le temps comme ça. Les filles n'ont pas de toilettes à elles seules. Elles sont obligées de partager les toilettes avec des garçons et tout peut se passer, tout s'y passe en réalité. Mais on n'en parle pas, on préfère le taire. Et je tenais vraiment à le soulever, à le relever pour lui dire vraiment de ne pas lâcher prise, de continuer la bataille que vous avez entreprise et surtout de ne pas se dire les filles ne viennent pas, il faut aller vers elles, essayer aussi de leur parler, essayer aussi, en réalité, c'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est parce qu'elles ne peuvent pas. C'est comme dans la représentativité politique, on les voit pas. Non, c'est pas parce qu'elles ne veulent pas, parce qu'elles ne peuvent pas. Elles ne peuvent pas parce qu'elles sont souvent contraintes par une dynamique en fait sociale, sociétale, qui fait que les femmes n'osent pas prendre la parole quand il le faut. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je regrette qu'on n'ait pas pu approfondir cette discussion, mais l'intervention de la salle a réconcilié en fait ce que je disais au départ. Les interventions sont parties d'une réalité. Or, c'est à partir d'une réalité qu'on élabore des théories. Et je crois que souvent, ce qui manque, c'est que dans ce sujet, on a demandé à des gens de parler de faire partie de ce panel-là, mais on n'a pas peut-être assez insisté sur la nature du sujet. Je le dis pourquoi. C'est une expérience qu'on rencontre de plus en plus. Lorsque dans des colloques, des séminaires, il y a un sujet global, parce que dans la préparation du séminaire, dans la problématique de la présentation du séminaire, on n'inclut pas les rôles sociaux des hommes et des femmes. On se retrouve à proposer un panel ou un moment où on parle des femmes. Du coup, on est en porte-à-faux parce que les intervenants viennent, parlent de définition, etc. et on n'intègre pas nécessairement le féminisme ou la question des femmes dans l'ensemble du débat qui est posé. Et c'est pour ça que j'ai dit, on a parlé de recul démocratique, on a parlé de régime autoritaire. Aujourd'hui, pour les femmes, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, les interventions des femmes vont consister en quoi? Aujourd'hui, si on veut répondre aux demandes des femmes, que ce soit en milieu rural, en milieu urbain ou périurbain, qu'est-ce qu'on va faire pour défendre leurs droits? Et je crois que c'est là où, comme vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas avoir de contradiction fondamentale. Il y aura des différences, et nous, on l'a dit, le féminisme, tout comme le marxisme à l'époque, on disait toujours, oui, c'est des gens, c'était les communistes, ils sont toubables, ils sont ceci, ils viennent de l'étranger. On dit la même chose du féminisme. Malheureusement, y compris les marxistes parfois, prennent la question du féminisme en disant, ça vient de l'Occident. Non, c'est une doctrine. Et cette doctrine nous permet d'analyser la place, la position des femmes dans une société. Ça veut dire que quiconque doit se définir à un niveau ou à un autre, on doit partir du réel. Les dames ont dit tout à l'heure, voilà des problèmes concrets. Mais notre rôle à nous, féministes, au moins ceux qui sont partis de l'analyse du patriarcat tel qu'il existe, c'est de dire il y a un système idéologique qui organise la place des femmes dans la société, dans un domaine ou un autre, que ce soit dans le domaine économique. Pourquoi les femmes ne sont pas dans le domaine économique acceptées? Et pourtant, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, on a fait des études sur les systèmes alimentaires et on a prouvé que sans le travail des femmes, aucun producteur d'arachide ne peut survivre. Parce qu'à la fois, elles ont un rôle dans la production et dans la reproduction sociale. Mais ça, on n'en parle pas parce que nous sommes dominés par un système capitaliste néolibéral qui essaie de faire en sorte que les femmes restent dans les foyers, elles ne travaillent pas et on ne rémunère pas tout le travail gratuit qu'elles font. On a des analyses qui nous permettent de voir à chaque moment pourquoi ici au Sénégal, en Afrique, les femmes souffrent de cette manière et pourquoi en Amérique du Nord, des pays industrialisés, la problématique ne se pose pas de la même façon. Mais nous avons une chose en commun, c'est la subordination des femmes organisée par le patriarcat, qui est un système idéologique. Et ça, il faut le comprendre. Une fois qu'on l'a compris, moi, je n'ai aucun problème, je le dis toujours aux gens, mais le féminisme, justement, le danger
de ce féminisme aujourd'hui, qui a tendance à sectionner, c'est de diviser le mouvement des femmes. C'est de faire, parce que je suis noire, etc. On le sait, on l'intègre. On sait qu'on vit dans une société occidentale où les Noirs sont des minoritaires, sont opprimés, etc. Qu'est-ce qu'on va proposer aux femmes noires pour se mobiliser et se battre? Mais elles viendront à un moment où elles se rendront compte, c'est le système. Donc, à ce moment-là, il y aura une alliance entre les féministes blanches, les féministes noires, etc. Je vous dis, à l'époque où les gens étaient plus politisés, où il y avait des débats idéologiques plus prononcés, on a eu ce débat. Lorsque, à Wellesley, en 1976, il y a eu la première conférence des femmes qui regroupait l'ensemble des femmes, que ce soit des intellectuels, des chercheurs et autres impliqués dans les questions de développement, le débat, c'était ça. Les Américaines ont voulu imposer leur féminisme. Nous leur avions dit non, nous vivons d'autres réalités. Et on a créé à partir de là la première organisation qui regroupait toutes les femmes du tiers-monde, Amérique latine, Afrique, Asie, qui s'appelait DAWN, c'est-à-dire des alternatives de développement pour les femmes, parce qu'on n'excluait pas les femmes de la sphère politique, idéologique, économique, etc., etc. Je crois qu'il y a un travail à faire et il ne faut pas qu'on tombe dans le piège parce qu'on va séparer toujours les femmes comme Astou qui sont dans le monde où il faut des recherches, il faut un travail d'approfondissement, mais à la fois aussi, comment faire le lien avec tes étudiantes. Tu leur as dit ne lâchez pas, mais tu n'as pas dit toi, qu'est-ce que tu vas faire en tant que professeur pour mobiliser les professeurs femmes d'abord, mobiliser les professeurs hommes pour ce sujet. Vous voyez, je suis une ancienne de Vanvo. Depuis des années, on s'organise pour régler la question des toilettes dans le lycée qui n'existe plus. Nous, on a connu un lycée où il y avait ce débat sur les serviettes hygiéniques. Il y a des ONG ici qui fabriquent des serviettes hygiéniques qu'on peut réutilisables. Parce que c'est ça le problème des femmes ici. Donc, quand on vient leur dire, il y a tel, même malheureusement, je n'aime pas toujours les interventions des bailleurs de fonds, mais on en a besoin. Parce que qu'on le veuille ou non, les petites activités génératrices de revenus sont des bases pour l'autonomisation des femmes. Et à partir de là, on peut les amener à penser leur position dans la société et voir que c'est un problème politique qu'il faut résoudre politiquement. Et c'est là où peut-être qu'il y a le danger. Les gens ont peur de la politique, pensent que faire de la politique, c'est différent. On ne réglera pas la question des femmes sans changer les structures économiques, politiques, idéologiques qui sont à la base de leur subordination. Je crois que ça, c'est ma position. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de rester encore. Je ne m'imaginais pas que le débat allait être intéressant. Merci à tous les deux intervenants parce que vous avez fait votre boulot. Malheureusement, la troisième, peut-être, comme elle devait parler des femmes en mouvement, nous aurait ramené plus à une réalité, mais c'était complémentaire. Et je crois qu'on s'est entendu avec des mots et des expressions différentes. Mais l'essentiel, c'est que la lutte continue. Merci.